Bonsoir, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions précédentes et j'ai découvert vraiment avec beaucoup d'intérêt le diagnostic courageux qui vient d'être fait sur la manière dont on est informé, à savoir qu'on n'est pas informé, on est en fait vendu. Il n'y a pas d'information, il y a une marchandise. Et je partage très largement le diagnostic qui a été fait. Et je crois donc qu'il faut essayer de l'approfondir sur certains points et de voir surtout ce qu'on peut faire à partir de ce diagnostic-là. J'aurais une nuance en entendant que les différences entre RTL, RTBF et Le Soir proviennent du public visé et du niveau plus ou moins élevé des études. Oui, ça joue sur le style de l'information, mais quand j'analyse ce qui est le cœur de mon travail depuis une vingtaine d'années, comment les médias nous informent sur les guerres, je dois constater qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans le style, dans la présentation, mais sur le fond, ils disent tous la même chose. On est soi-disant dans une presse pluraliste, et les mêmes médias mensonges sont repris à chaque guerre par tous les médias, qu'ils soient populaires ou intello. Il n'est pas possible, depuis 25 ans que je suis ça, en Belgique ou en France, avec les médias traditionnels, d'apprendre la vérité sur n'importe quelle guerre qui est menée par les États-Unis ou la France. C'est chaque fois un festival de médias mensonges. Pour prendre la dernière, on nous a dit dans tous les médias que Bachar el-Assad avait massacré son peuple avec des armes chimiques. Des médias comme Investigation et quelques autres dans le monde ont dit dès le début Bachar n'est pas un ange, mais ça ne tient pas debout. Tous les indices sur le terrain montrent qu'en fait, c'est des terroristes de l'opposition qui l'ont fait. Et en tout cas, ce genre de choses, il faut être prudent, et au contraire de toute la presse traditionnelle qui conclut c'est Bachar, il faut intervenir, il faut lui faire la guerre, il faut le renverser, on appelait à des enquêtes sérieuses. On vient d'avoir, la semaine dernière, un des plus réputés journalistes des États-Unis, Seymour Hersh, qui, se basant sur des confidences de militaires et de hauts responsables des affaires étrangères des États-Unis, ont dit oui, c'est pas Bachar qui a utilisé les armes chimiques, ce sont ce qu'on appelle les rebelles ou les terroristes. Est-ce qu'il va y avoir une autocritique quelque part? Est-ce qu'il va y avoir un débat? On vous a dit ça, mais c'est faux. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé? Pourquoi est-ce qu'on a refusé d'inviter les gens qui disaient le contraire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas traité le public en adulte en lui disant c'est compliqué, il faudrait une enquête, soyons prudents? Et si ça se passait seulement une fois pour une guerre, ok, mais en réalité, et c'est ça qui est frustrant dans le job que je fais depuis 20 ans, c'est chaque fois les mêmes procédés médias mensonges, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et chaque fois ces journalistes expérimentés qui nous disent « nous, on est des pros, on est objectifs, on a des exigences déontologiques », retombent dans le même panneau à chaque fois. Donc la question c'est comment c'est possible. Sur l'Ukraine, souvenez-vous, le soir ici, le bain de sang, les rues de Kiev étaient à feu et à sang, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants, au moins 60 morts. Le lendemain, il faut intervenir militairement en Ukraine. À ce moment-là, nous avons dit, sur base d'autres sources locales, c'est pas évident, il faut une enquête, et toujours la question dans ce genre de cas, à qui profite le crime? Et maintenant, ce qu'on a appris par une conversation qui a été captée entre Ashton, la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, et un commissaire européen, qui lui a dit, vous savez, ceux qui ont tiré là sur la foule, c'est pas les forces du président qui a été renversé, c'est au contraire les rebelles, parmi lesquels des groupes d'extrême droite soutenus par les États-Unis. Il a dit on va avoir un problème. Et Ashton fait semblant qu'elle est sourde et qu'elle n'a rien entendu. Sur Internet, cette chose-là a circulé, dans les médias non. Finalement, maintenant, on apprend, ah oui, c'est vrai, une enquête d'un jour ou deux, on pouvait voir qu'en fait, on a tiré et sur les manifestants et sur les forces de l'ordre,
que ce sont les mêmes balles et que c'est un endroit qui était tenu par l'opposition. Et ça, c'est un scénario qu'on a déjà vu en 2002, quand il y a un coup d'État militaire de la CIA contre Chavez au Venezuela. Il y a une manif des opposants à Chavez, il y a une manif de Chavez qui défend le palais présidentiel, et à un moment donné, du 6e étage des immeubles, on tire sur les deux manifs, qui, elles, ne peuvent pas être en contact parce qu'il y a des immeubles entre les deux manifs. Donc on voit bien que c'est une troisième force. Et quand le coup d'État échoue, les snipers sont exfiltrés et se retrouvent comme par hasard aux États-Unis. Et donc c'est un scénario qu'on a déjà vu. Et vous croyez que tous ces grands médias tellement arrogants vont être prudents et dire soyons prudents, faisons une enquête? Non, directement, c'est l'Ukraine, il faut renverser Yanukovych. Et je pourrais multiplier les exemples sur la Libye, le coup des armes chimiques, on l'avait déjà fait à propos de l'Irak, et toutes les atrocités qu'on nous a sorties sur l'Irak. Je pourrais parler du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Honduras, de l'Afghanistan. Chaque fois, des erreurs qui vont toujours dans le même sens. Toujours, nous, les médias occidentaux, nous sommes avec les gentils, nous sommes les gentils, tout ce que nous faisons c'est bien, nous n'avons que des intérêts nobles, la démocratie, la lutte contre le terrorisme, ramener la paix, etc. Les autres, c'est toujours les mauvais, ils sont toujours des dictateurs méchants, ils emploient toujours des mauvaises armes, ils font toujours des atrocités, ils n'ont aucune morale western, les gentils et les méchants. Et ça, vous avez dans le Soir, dans Le Monde, dans l'IB, donc les intellos aussi, on les prend pour des idiots, il ne faut pas croire. Donc, la question c'est, est-ce que tout ça obéit à une logique ou est-ce que c'est du hasard? Je pense que quand vous êtes, excusez-moi, le président des États-Unis ou le gouvernement français ou quelque chose comme ça, et que vous décidez d'attaquer un pays qui ne vous a rien fait, qui ne vous menace pas, mais dans lequel il y a du pétrole, des matières premières ou un intérêt stratégique, vous ne pouvez pas évidemment dire au public et à la télé on va faire la guerre pour le pétrole, pour le fric, etc. Ça ne se dit pas, c'est obscène, on peut pas, vous n'auriez pas de soutien. Donc vous êtes obligé de raconter des histoires. Et ces histoires, elles obéissent toujours à la même logique, ce que j'ai appelé les 5 principes de la propagande de guerre, et je crois que quand on a une réflexion sur les médias comme ce soir, il faut toujours partir de là. 1. On va toujours cacher les intérêts économiques, toujours cacher le fait que ce sont des guerres pour le fric. Qu'on me montre un seul exemple des États-Unis de guerre menée par les États-Unis ou l'Europe depuis 25 ans et même plus, qui n'ait pas été motivé par le fric, un seul. Mais toujours on vous donne des merveilleux objectifs très nobles. Je veux dire, ça devrait quand même faire un peu réfléchir. L'Europe, cette Europe qui donne des leçons au monde entier sur qu'est-ce que c'est la démocratie. Mais le plus grand tas de cadavres dans l'histoire, il a été créé où? En Europe, par des Européens, avec des puissances d'argent derrière. Okay? Donc un peu de modestie, à mon avis, un petit peu moins d'ethnocentrisme et d'arrogance ferait du bien. 1. Cacher les intérêts économiques. 2. Cacher l'histoire. C'est-à-dire que dans toutes ces régions, au Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, vous avez des problèmes légués par l'histoire, mais qui ne tombent pas du ciel. Je veux dire, vous avez des conflits entre des populations, entre des religions, entre des ethnies, etc. Et ce qui est important, c'est que toujours, ces conflits ont été créés ou exacerbés par les puissances coloniales en vertu du classique diviser pour régner. Si on veut profiter des richesses d'un pays sans les payer, il faut évidemment empêcher les gens qui sont volés, pillés, exploités, il faut les empêcher de résister. Pour les empêcher de résister, il y a la manière militaire évidemment, mais ce n'est pas si simple. Et la meilleure manière, c'est de les diviser entre eux, de faire en sorte qu'ils se tapent les uns sur les autres. Ça, vous retrouvez dans tous les conflits dont je viens de parler, le rôle du colonialisme ou du néocolonialisme derrière ce diviser pour régner. 3e principe de la propagande de guerre, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Puisqu'on ne fait pas la guerre pour le fric, on fait la guerre contre un méchant. Donc le méchant doit être très méchant et il faut le prouver avec, surtout maintenant à l'ère moderne, des images. Ça a toujours été, ce que je raconte là, il ne faut pas croire que c'est depuis 20 ou 25 ans. On va sortir sur Investigation une vidéo sur les raisons de la guerre 14-18 et la propagande qu'il y a eu autour, c'est exactement la même chose. Mais là maintenant, ça s'est vraiment raffiné, évidemment, avec les images, avec la manipulation des images et avec les procédés de manipulation qui sont permis dans l'audiovisuel.
Donc il faut diaboliser l'adversaire, le présenter comme un monstre, sortir des images qui font pleurer dans les chaumières à l'heure du repas en disant oui, il faut faire quelque chose, c'est vraiment un monstre ou c'est vraiment un danger, donc nos gouvernements font bien d'agir contre ce dictateur dangereux. Quatrième principe de la propagande de guerre, il faut inverser l'agresseur et l'agressé. Il faut toujours dire qu'on vient pour protéger la victime. Dans tous les cas, c'est faux. Prenez le cas Israël-Palestine, par exemple. On va vous dire, regardez les titres du soir ou de tout le reste. Israël fait des représailles, Israël se défend, Israël riposte. C'est incroyable. Israël a chassé les Palestiniens de leur pays, de leur maison, de leur champ il y a 60 ans. Les Palestiniens ne l'acceptent pas. Ils luttent par différentes manières et c'est à eux d'en décider. De temps en temps, il y a une roquette qui tombe, ok. C'est rien comparé à ce qu'Israël a fait. N'empêche que dans nos médias, c'est Israël se défend. Inverser la victime et l'agresseur. Et on peut multiplier les exemples là-dessus. Le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser, c'est-à-dire empêcher le débat. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens se rendent compte que s'il y a une guerre, il y a deux points de vue, au moins, qu'il y a deux intérêts, et que pour se faire un jugement, il faudrait avoir l'avis des deux parties. Je veux dire, si vous allez au tribunal et que le juge doit juger entre A et B, il va évidemment... Enfin, qu'est-ce que vous diriez plutôt d'un juge qui dirait à un des camps, je vous écoute, et à l'autre, fermez-la. Et dans les médias, c'est comme ça. Avec tout ce que je viens de raconter, vous comprenez pourquoi je ne vais jamais passer au journal télévisé, ni de RTL, ni de la RTBF, ni pourquoi le soir me boycotte consciencieusement depuis une vingtaine d'années, en refusant systématiquement tous les débats. Dans ce journal, un certain Jean-Paul Martos, par exemple, m'a traité de Goebbels, donc le ministre de la propagande d'Hitler, sur des choses où c'est lui qui mentait, et je peux le prouver à propos de la Syrie et Baudouin-Lous, même genre. Donc, on est diabolisé, exclu des médias, et c'est très important. Il faut absolument que le média, puisque, comme on vient de le dire, il est là pas pour informer, mais pour vendre un truc. Donc, il faut défendre sa crédibilité. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une seule version et pas de contestation possible. Je rejoins ce qui a été dit sur l'importance de la publicité et le métier qui est fait là. Ça a été exprimé par l'ancien patron de TF1, Patrick Lelay, dans une phrase mémorable, mais qu'il faut toujours se rappeler. Il disait à ses journalistes, au fond, notre métier consiste à vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on ne vend pas une info au spectateur, on vend le spectateur à une multinationale qui en plus vend de la merde. Et on ne va donc pas dire, évidemment, dans le journal télévisé qui précède la pub de Coca, que Coca, en réalité, finance des escadrons de la mort qui assassinent les paysans colombiens pour rafler leurs terres. Ça, c'est évidemment une info qui ne peut pas passer pour les raisons qu'on comprend. Et donc, 5 principes de la propagande de guerre: cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, diaboliser, inverser agresseurs et agressés, et monopoliser, empêcher le débat. À partir de là, se pose la question, pourquoi ça se passe comme ça ? Et le sondage, il est très intéressant, et je pense que, non seulement dans le débat de ce soir, mais après, il faut creuser ce sondage parce qu'il dit des choses importantes. J'en ai noté une ou deux. 50% de gens désinformés et 17% de gens qui savent pas. D'un côté, c'est terrible, et de l'autre côté, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que l'info, c'est pas évident, que l'image, ça peut mentir, et que le journaliste n'est pas Dieu, et qu'il faut tout vérifier. Je veux dire, le succès de Test Achat, c'est que maintenant, on vérifie ce qu'on nous donne à manger ou à consommer, et ça devrait être fait encore beaucoup plus avec une éducation systématique à l'école. Eh bien, Test Média, c'est tout aussi nécessaire et salutaire, parce que sans info, il n'y a pas de véritable démocratie. Le sondage pose la question, mais le sondage dit que l'info n'est pas objective parce qu'elle est influencée par les politiques. Maintenant, je ne sais pas comment la question a été posée, mais je crois qu'il faut aller plus loin en disant l'info, elle est influencée par l'argent. L'info est influencée, d'une part, parce que les tout grands médias, pensez aux empires de Lagardère, de Bouygues, de Dassault en France, pensez à Berlusconi, pensez à Bertelsmann en Allemagne, à Murdoch dans le monde anglo-saxon,
Les tout grands médias sont aux mains d'une catégorie sociale bien particulière, c'est des milliardaires. Et vous croyez qu'ils vont vous informer sur les guerres ou sur la question pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres et que font les gouvernements? C'est évidemment pas leur intérêt, d'autant plus que dans ces capitaux, dans ces actionnaires des multinationales, il y a des médias, il y a des multinationales, le gratin des multinationales. Dans un excellent livre de Geoffrey Goens, Tout pouvoir confondu, qui analyse les liens entre État, capital et médias, il analyse les actionnaires, il analyse les membres des conseils d'administration, et il nous montre que les médias sont complètement en interpénétration incestueuse, il faut dire, avec ceux sur lesquels ils sont censés travailler, le pouvoir du business, le pouvoir de l'argent. Donc je crois qu'il faut aller plus loin encore sur cette question que ne dit le sondage, mais c'est une excellente base, ça montre que les gens se méfient, et c'est magnifique. Pourquoi on ferait confiance à quelqu'un qui vous vend de la nourriture empoisonnée, et pourquoi on ferait confiance à quelqu'un qui vous vend une info empoisonnée? Et donc si on analyse la question, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il vous reste 5 minutes. Merci. Michel. Si on analyse pourquoi on est comme ça désinformé, et le diagnostic qui vient d'être fait, il a été fait aussi à sa manière par Noam Chomsky et Edward Herman dans ce livre remarquable qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. Et il disait là, il y a 25 ans, les médias n'ont pas pour fonction de vous informer, mais de vous faire approuver ce que les gouvernements ont décidé de faire. Et derrière les gouvernements, c'est l'argent. Parce qu'il y a une chose que les politiques, on est en période électorale, il y a une chose où ils disent vrai. Quand ils vous disent « mais nous, on n'a pas le choix, on doit de toute façon faire ce qui est décidé par l'Union européenne ». Mais l'Union européenne, c'est quoi? C'est la table ronde des industriels, c'est-à-dire le gratin des grandes multinationales européennes qui écrivent des projets de loi. Et récemment, il y a une étude qui a été faite qui a montré que c'était du copier-coller. Les lois que l'Union européenne fait et qu'elle oblige les pays à adopter, c'est du copier-coller de toutes les résolutions et propositions qui ont été faites par les multinationales rassemblées. Eh bien, ce système-là, il a été analysé par un scientifique, et vous allez être surpris, il a été analysé, ce système, par Albert Einstein, qui en 1949 écrit un article très intéressant où il analyse le système capitaliste et où il explique les liens justement entre le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Premièrement, il dit « Le capital privé tend à se concentrer en peu de mains à cause de la compétition entre les capitalistes et à cause du développement technologique et de la division croissante du travail. Tout ça, dit-il, encourage la formation de grandes unités de production. » Donc le capital est concentré dans des mains de moins en moins nombreuses avec de plus en plus de pouvoir. Et le résultat, dit-il, c'est que la formidable puissance de cette oligarchie capitaliste ne peut être réfrénée même par une société qui a une organisation politique démocratique. C'est vrai parce que les membres du corps législatif, donc du Parlement, sont choisis par des partis politiques largement financés ou autrement influencés par les capitalistes privés. Voilà donc le lien économie et politique. De plus, ajoute Einstein, dans les conditions actuelles, les capitalistes contrôlent inévitablement, d'une manière directe ou indirecte, les principales sources d'information, presse, radio, éducation. Et sa conclusion est pessimiste mais réaliste. Il est ainsi extrêmement difficile pour le citoyen, et dans la plupart des cas tout à fait impossible, d'arriver à des conclusions objectives et de faire un usage intelligent de ses droits politiques. Alors, ça peut sembler tout à fait désespérant, mais je pense justement, et ce sera ma conclusion, que, en réalité, l'information, c'est à nous à la faire. L'information, c'est une bataille. Et si on comprend que dans cette bataille de l'information, il y a des intérêts opposés, et que les intérêts des riches et des pauvres, au sens très large, ne sont pas les mêmes et sont en contradiction. Si on comprend, comme disait Victor Hugo, que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, si on réfléchit pourquoi
85 personnes aujourd'hui dans le monde possèdent autant que 3,5 milliards de gens. 85 personnes possèdent autant que 3,5 milliards de gens. Et ce fossé est en train de s'aggraver. Et dans les pages roses ou dans les tribunes économiques de nos télés, on nous dit que c'est normal. C'est un système naturel, c'est comme ça. On va essayer de le corriger un petit peu. Depuis 20 ans, on voit bien que les corrections, c'est vraiment appelé au paradis. Et on nous présente ça comme normal. Eh bien non, ça n'est pas normal. Et il y a justement toute une diabolisation de ceux qui veulent échapper à ce système, de ceux qui, comme Hugo Chavez ou Evo Morales ou Correa, essayent de présenter une alternative, c'est-à-dire une économie pas au service du 1%, mais au service du 99%. Il y a donc une diabolisation. Cette diabolisation, c'est la continuation de la guerre, parce qu'il y a la guerre chaude, il y a la guerre froide, il y a la guerre non déclarée. Et donc, toutes les guerres étant justement la question de savoir est-ce que les riches vont garder leur contrôle sur les ressources de la planète, sur le travail des gens, sur l'avenir des gens? Est-ce que les riches vont continuer à nous imposer un système absurde qui économiquement ne tourne pas? La question de la liberté d'information, elle porte sur ça. Et je pense, mais on aura l'occasion dans la discussion de le développer peut-être plus, je pense que par rapport à ça, si on est conscient de cette bataille de l'information, il faut absolument décider, voilà, si nous voulons mettre fin à ces guerres qui sont injustes et qui ne sont pas pour les objectifs qu'on nous dit, si nous voulons mettre fin à cet écart riche-pauvre absolument insensé et dégoûtant, nous devons prendre la bataille de l'information en main. Nous-mêmes, nous sommes tous des journalistes. Je vous remercie. Michel Collomb, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît.